Good afternoon, everyone. It's really a Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Je suis vraiment très heureuse de voir autant, de vous voir aussi nombreux, pardon. Nous avons un sujet qui est très important et qui est très cher à mon cœur lorsque nous parlons de la fragilité due au conflit et à la violence. Cela insiste sur la résilience. Les gens qui travaillent tant pour améliorer les conditions de vie dans leur propre société. C'est de cela dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous allons parler des défis qui sont dus à la fragilité causée par les conflits et la violence. D'ici 2030, on pense qu'environ 50% des plus pauvres du monde vivront dans des environnements affectés par la fragilité due au conflit et à la violence. Leur nombre s'est multiplié par 3. Je crois qu'on n'a pas besoin de regarder très loin pour voir la raison de cet état de choses. Plus de 70 millions de personnes aujourd'hui, et je crois que les chiffres deviennent tellement importants que nous n'arrivons pas à les saisir, à les visualiser. 70 millions de personnes, disais-je, sont déplacées contre leur gré en raison de la violence et des conflits. Et c'est le chiffre le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons entendre des chefs de file qui sont les fers de lance de l'attaque contre la complexité de cette question. Nous n'allons pas vous donner des réponses faciles. Nous allons vous expliquer les enseignements que nous tirons, des expériences, des travaux qui sont faits et de ceux qui sont à l'avant-garde de ces efforts. Nous allons parler des efforts de long terme pour faire face à ces conflits et à sa violence, pour faire face dû à la violence et à la fragilité, et voir comment nous pouvons aider les pays à échapper aux situations de fragilité afin de parvenir à la paix et à la stabilité. Je pense à toutes les mamans que j'ai rencontrées dans des situations tellement difficiles et qui sont des femmes qui luttent pour le bien-être de leurs enfants. C'est ainsi que je peux vous dire ce qu'il en est de tout le travail que nous faisons pour la lutte contre la fragilité due au conflit et aux violences. Ça ne se passe pas dans un superbe atrium comme celui-ci. Je vous parle de personnes qui luttent tous les jours, des mamans qui essaient de voir comment amener leurs enfants à l'école, les ramener de l'école en sécurité, lutter contre la sécurité, pour lutter pour la sécurité de leurs enfants, contre la violence dans leur communauté. Trop souvent, nous parlons d'elles, ces mamans, mais en fait, je voudrais vous expliquer aujourd'hui comment nous travaillons avec elles, parce que c'est ainsi que c'est ce que font toutes les personnes sur ce podium. Ce sont des gens qui voient immédiatement, directement, ce qu'il en est. Et moi, je vais vous présenter les plus innovateurs et les plus énergiques. Ce sont les gens qui travaillent pour la fragilité, pour résoudre la fragilité due au conflit et à la violence. Alors que nous allons entamer cette discussion, j'aimerais commencer en rendant hommage au courage de ces personnes, de ce qu'elles font chaque jour pour améliorer la situation. La manifestation d'aujourd'hui est projetée en ligne en anglais, français, espagnol et arabe en ligne avec interprétation simultanée disponible dans la salle. Vous pouvez suivre la conversation sur Twitter en utilisant le mot dièse dev 4 peace. Il y a aussi un formulaire de tweet qui se trouve sur vos sièges avec des suggestions pour des tweets. Avant de vous présenter les membres du panel, j'aimerais vous dire que même la composition de ce panel a posé des défis. Il y a beaucoup de gens qui voulaient être là mais n'ont pas pu voyager pour venir ici. Le responsable principal des efforts humanitaires de l'ONU a dû se retirer à cause de la situation en Syrie.
Je suis allée en Syrie au cours de ces 2 dernières années et j'espère vraiment, très sincèrement, que son travail va bien se passer. Nous avons donc énormément de chance d'être ici tous ensemble avec un groupe d'orateurs exceptionnels qui vont parler du travail qu'ils font en première ligne tous les jours. Nous avons ministre Kane du Niger, nous avons Henrietta Ford, directeur exécutif de l'UNICEF, Axel von Trotzenberg de la Banque mondiale et Nancy Lindbergh de l'Institut des États-Unis pour la paix. Bienvenue à tous et merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre travail très important sur ce sujet. J'aimerais commencer par le ministre Kane. Quelle est l'approche retenue par le Niger pour faire face aux causes profondes de la fragilité et s'assurer que les griefs ne se transforment pas en conflits? Quelles sont les approches que vous avez mises en œuvre? Que pouvons-nous tirer comme enseignement de ce que vous avez fait? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à ce panel très important. Pour connaître l'approche, il faut connaître les causes de la fragilité. Si au Niger, on considère que nous sommes en situation de fragilité dans certains domaines, c'est dû aux différents chocs auxquels nous faisons face. Nous avons depuis longtemps, en tant que pays sahélien, enduré le choc climatique avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les populations, donc sur leur vulnérabilité. Nous faisons face depuis 2010-2011 à un choc sécuritaire qui, avec ses conséquences évidemment directes sur les populations en termes de fragilité. Donc, par rapport à toutes ces situations de fragilité, nous n'avons pas encore de situation de conflit, mais on peut considérer que nous avons des situations de conflit à cause des chocs climatiques, mais des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc, ce n'est pas des conflits genre... mais les situations de conflit, de sécurité que nous avons, c'est des attaques terroristes, etc. Bien. Donc, par rapport à tout ça, nous, au Niger, très tôt, nous avons pris des dispositions pour prévenir les conséquences de cette fragilité. En matière de climat, nous avons mis en place tout un dispositif de prévention et de gestion des crises liées au changement climatique. Et c'est pour cela qu'il y a tout un arsenal de dispositifs qui fait face à cela. Mais pourquoi? Pour que les personnes les plus vulnérables, qui sont les plus concernées, puissent faire l'objet d'attention particulière pour que leur situation ne devienne une situation ingérable du fait de cette vulnérabilité. Et pour la question de sécurité, nous avons pris des mesures également pour, de manière générale, parce que la sécurité, même les conflits agriculteurs et éleveurs, c'est des questions de sécurité, des dispositifs à la fois institutionnels et des mesures concrètes ont été prises pour faire face à la demande qui est issue de cette fragilité née des conflits. Pour cela, nous faisons en sorte que notre dispositif administratif soit le maillage soit le plus proche possible de la population pour être à leur écoute. Nous faisons en sorte d'être à l'écoute de la jeunesse, d'être à l'écoute des vulnérabilités liées à la gestion du ménage, tout simplement parce que nous sommes dans une situation d'insécurité alimentaire, etc. Tout ceci font l'objet d'un ensemble d'actions que nous menons pour faire face. Si j'ai suffisamment de temps, je peux vous dire en détail quelles sont les actions que nous menons. Merci. Donc, ce n'est pas une promesse. On a réparé mon micro. J'espère que vous m'entendez mieux.
J'aimerais parler maintenant à Nancy Lindbergh sur la base de ces observations. Vous avez, au niveau de l'USAID, vous avez beaucoup travaillé en Afghanistan et dans d'autres régions. Pour ce qui est de la gouvernance dans les environnements fragiles, y compris la justice, la sécurité, les institutions qui traitent de la justice et de la sécurité, deux questions majeures qui forgent la manière dont les gens opèrent. Comment est-ce que les intervenants du secteur du développement peuvent vous appuyer? Merci de m'avoir invité et je félicite la Banque d'avoir organisé ce forum et d'avoir cette approche consultative si importante à la nouvelle stratégie élaborée par la Banque pour la fragilité et les conflits. Le développement est une partie prenante importante, une série d'outils d'importance cruciale pour faire face aux problèmes auxquels sont confrontés les États vulnérables et fragiles, comme l'a dit Madame le ministre. Si l'on examine la fragilité comme source de plus grande vulnérabilité au choc, au plan de l'environnement et de la sécurité, il faut un diagnostic très spécifique, très précis. Pour moi, les défis pour la communauté du développement, alors que, comme le note la stratégie de la Banque, vers la prévention des conflits, pour éviter qu'un pays ne devienne victime des chocs dont on a parlé, ceci exige que l'on examine de plus près la manière dont on fait son travail de développement, que l'on se concentre plus intensément sur la dimension justice et la dimension sécurité afin de comprendre pourquoi d'aucuns se sentent marginalisés ou n'ont pas confiance dans leur gouvernement ou ont une société très fragmentée. Ce sont certaines des fissures qui existent au niveau des communautés qui les rendent plus vulnérables au choc, moins à même de gérer les difficultés sans violence ou de bien réagir aux chocs environnementaux. Pour moi, il s'agit d'éléments qui sont intrinsèquement liés. Développement, justice, sécurité, tout ceci fait partie d'un même lot. Et si l'on y réfléchit en termes des ODD, en particulier le numéro 16, la paix, la sécurité et la justice et une inclusion juste, c'est ce qui va permettre les acquis dans le monde en développement. Donc il s'agit d'une série d'interactions et d'objectifs intrinsèquement liés et il faut que l'ensemble se déplace ensemble pour aller vers l'objectif ultime de la paix. Et c'est de cela que je voulais parler. J'ai encore changé de micro, j'espère que vous m'entendez bien. Cette approche holistique, c'est, je crois, ce qui fait que la Banque se dynamise sur ses efforts. En 2005, j'étais dans une école de gestion et j'ai écrit un article sur les femmes entrepreneurs dans les environnements post-conflit. Et je me souviens avoir rencontré toutes ces femmes entrepreneurs extraordinaires, leur avoir parlé. Et elles s'engageaient résolument, même dans les contextes les plus fragiles, pour créer des emplois, pour créer un espoir, fabriquer de l'espoir. Et je crois que c'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui. J'aimerais me tourner vers Axel maintenant. Je sais que la Banque mondiale s'implique de plus en plus dans tout ce concept de résoudre le problème de la fragilité, des conflits, des violences. Quelle est l'approche de la Banque mondiale de ce point de vue holistique ? Je crois que la raison pour laquelle nous procédons ainsi est claire. Nous avons aujourd'hui toujours plus de 700 millions de personnes qui sont considérées comme les plus pauvres d'entre les pauvres. Et la plupart des pauvres d'entre les pauvres vivent dans des États fragiles et le nombre des États fragiles a augmenté. Si vous voulez faire des progrès, pour lutter contre la pauvreté, il faut vous concentrer sur les États fragiles, ce qui nous amène dans une zone un peu délicate parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite à la question. Il faut voir que auparavant, au niveau de la banque, nous disions que nous interviendrions post-conflit. On n'a plus ce luxe, on n'a plus cette possibilité. Il faut donc aborder les choses de manière différente.
Et on peut dire aussi que la banque ne peut pas faire ça toute seule. Donc nous faisons partie d'un processus d'apprentissage. Et il faut comprendre que les consultations permettent d'exploiter l'expérience de toutes les parties prenantes afin de voir où la banque peut jouer un rôle complémentaire. Nous ne pouvons pas le faire tout seul, nous pouvons le faire uniquement de concert avec nos partenaires. C'est cela l'utilité de la consultation des gens qui sont affectés eux-mêmes. C'est pourquoi il est important de comprendre les moteurs des conflits. Un grand nombre d'intervenants, les organisations de la société civile, les gouvernements, les Nations Unies, et le lien fort difficile entre développement, aide humanitaire et la dimension militaire. Toutes ces frontières s'estompent de plus en plus. C'est une réalité. La Banque mondiale ne prétend pas détenir la vérité universelle ou la solution absolue, mais nous pouvons apprendre les uns des autres. Cela ne veut pas dire, cependant, qu'il y a une marge de manœuvre qui permet l'inaction. Non. Au fil des ans, nous avons intensifié le soutien que nous fournissons, notamment à l'IDA. Et au cours des 2 dernières années, nous avons engagé 50 milliards de dollars à l'égard des États, 15 milliards de dollars à l'égard des États fragiles. Les plus pauvres au niveau de l'IDA, c'est 12 milliards et 3 milliards dans les pays à revenus intermédiaires. Nous avons intensifié le soutien de 3,5 milliards de dollars. Est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. Mais je crois que toutes les organisations doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des négociations pour la 19e reconstitution de l'IDA, ceci figure en tête de liste de notre ordre du jour. Ce que nous finalisons ce mois-ci sera très important, non seulement pour nous informer au niveau de la mise en œuvre de l'IDA 19, mais ce sera important aussi pour les pays à revenus intermédiaires. Il ne faut pas oublier que lorsque nous nous concentrons sur les pays pauvres, nous observons des défis. J'ai travaillé moi-même à Mindanao sur le conflit aux Philippines. Lorsque vous regardez les tragédies, la tragédie qui se développe à l'heure actuelle au Venezuela, où le pays d'Amérique du Sud le plus riche devient pauvre et 90% de la population est affectée et 4,5 millions de personnes quittent leur foyer, cela prouve bien qu'on peut s'attendre à tout. Le secteur public ne pourra pas non plus tout faire tout seul. Madame le ministre l'a déjà dit. Si l'on veut prévenir, il faut aussi redonner l'espoir aux populations affectées. Ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin d'un avenir. Nous avons aussi essayé, de concert avec nos amis de l'AMJ et de la SFI, de créer de l'AFC, nous avons essayé de créer un créneau qui permet de s'engager ensemble. Moi, ce que j'aimerais, c'est lancer un défi à tous ceux d'entre vous qui sont dans cette pièce du secteur privé ou d'autres institutions multilatérales, de créer un guichet pour le secteur privé. Nous avons besoin d'efforts énorme afin de voir comment nous pouvons contribuer à créer des emplois, par exemple au Niger, dans les zones les plus difficiles, et éliminer ou réduire du moins le risque. Ça ne veut pas dire que l'on va donner des subventions au secteur privé. Cela veut dire que nous allons donner un acompte sur l'avenir, si vous voulez, et c'est cela que nous essayons de faire. Je vous remercie. Le premier ouvrage que j'ai rédigé était sur une adolescente dont l'emploi, le travail appuyait toute sa famille dans le Toba. Et c'était l'époque où les jeunes ne pouvaient pas être dans la rue. Et moi, je trouve qu'il est fascinant de voir la puissance de toutes ces institutions qui se concentrent sur ces agents de l'espoir, les dirigeants des communautés. J'aimerais maintenant passer à Henrietta Fore. Quel est le rôle des Nations Unies et de l'UNICEF? Nous avons parlé de la Banque mondiale et d'autres. Personne ne peut tout faire tout seul. Comment essayer d'appuyer ceux qui
exécute déjà des changements sur le terrain? Comment fournir espoir, appui au gouvernement qui est dans ce sens? Quel est le rôle des Nations Unies? Quel est celui de l'UNICEF? Merci. Permettez-moi d'ajouter ma gratitude à celle exprimée par Nancy à la Banque mondiale. Le moment est capital. Nancy parle depuis bien longtemps des États fragiles et je crois que nous n'avons tout simplement pas consacré davantage de temps ou d'attention à cette question. Lorsqu'Axel parle d'un guichet pour le secteur privé, je ne peux qu'être entièrement d'accord. C'est un sujet, un moment essentiel, car le secteur privé peut être le moteur de ce changement. Que fait l'UNICEF? Que font les Nations Unies? Nous sommes très opérationnels, nous opérons dans tous les pays du monde, et une partie de ce que nous faisons, c'est ce dont vous parliez. Nous combinons les sociétés. Si par exemple vous êtes au Niger et que vous parlez de la complexité de la situation, vous pensez au climat, à la violence, aux méthodes dont vous pouvez vous connecter, vous essayez de préparer les plans des ministères de concert avec les plans nationaux des ONG, des Nations Unies. Nous essayons de rassembler, de regrouper ces programmes et de les mettre en œuvre sur le terrain. Et nous essayons aussi de coordonner l'assistance humanitaire de court terme en cas de catastrophe avec l'assistance humanitaire à plus long terme. Et ce que Madame le ministre et Axel ont évoqué, c'est qu'il est important de planter les graines de cet espoir de long terme, même au niveau des réactions de court terme. C'est important pour les enfants. L'éducation et l'eau, on en a besoin le jour de la crise, mais on en a aussi besoin 5 ans plus tard. Donc le développement humanitaire, c'est un lien très important, de même que le fait que l'on ne peut pas créer un système parallèle. Il faut donc s'assurer que le gouvernement continue de fonctionner dans ces contextes fragilisés. Ce qui se passe souvent, c'est que les pays commencent à s'éloigner. Les segments des sociétés se fissurent et vous parlez de ces mamans si braves, si courageuses qui cherchent quelque chose pour leurs enfants. En période de fragilité, de vulnérabilité, les services deviennent très inégaux. Le résultat est que cela alimente les tensions, les conflits et si l'on n'essaye pas de procéder de manière égale ou du moins égalitaire, on risque quelquefois d'en faire empirer la situation. Donc les Nations Unies et d'autres essaient de combiner tous ces éléments afin que les pays, les familles ne soient pas aussi fragiles. Vous parlez de l'éducation. Il y a 2 étés, j'ai rencontré des adolescentes de 14-15 ans. Vous le savez, souvent les gens n'ont pas beaucoup de mobilité, on ne les voit pas. Nous étions dans un pays un peu isolé et j'ai demandé à ces jeunes filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle dit, je veux retourner à l'école une fois que tout ça, ce sera fini. Quel est votre sujet préféré? Ça m'est égal, je veux simplement aller à l'école. Et il y en a une qui m'a regardée et qui m'a dit, j'aimerais bien que vous veniez tous les jours pour qu'on puisse vous parler. Et je crois que cela montre qu'il y a toutes ces jeunes filles qui ont tant d'aspirations, un potentiel considérable. Et je suis fermement convaincue que le risque de suffocation est l'ennemi de la stabilité mondiale. C'est exactement ce dont nous parlons. Je crois que revenons sur ce qu'a dit Madame le ministre et Henrietta en particulier, j'aimerais revenir sur l'appropriation au niveau local. Il est essentiel que ce soit les dirigeants locaux qui soient les chefs de file de cet agenda. Comment est-ce que la Banque mondiale, ses partenaires, appuient les pays pour les aider à résoudre les causes profondes et à planifier pour le long terme? Madame le ministre. Merci beaucoup. J'aime bien votre façon de mettre au cœur de l'histoire l'être humain, la dimension humaine. À chaque fois que, avant de nous interroger, vous nous racontez des petites histoires d'êtres humains qui vivent dans une situation de vulnérabilité. Je pense que c'est ça qui doit guider tout. Et nous, c'est ça qui nous a guidés, qui nous guide et qui nous a guidés pour définir nos stratégies. Nous avons, je disais cela ce matin, dès le départ, intégré
cette donne dans nos stratégies de développement durable et croissance inclusive à long terme. Donc. Nous avons ramené ces stratégies au niveau moyen terme, donc en 5 ans. Dans ces stratégies, la question du couple sécurité et développement est largement prise en compte. La question du capital humain est prise en compte. La question du défi démographique qui est une source de fragilité. Les gens, on ne se rend pas compte que la bombe démographique est aussi une source de fragilité. Il y a tous ces aspects que nous avons pris en compte dans nos stratégies. Donc nous avons défini nos stratégies et nous avons défini nos priorités, nous avons défini comment nous comptons agir. Les partenaires sont venus nous accompagner, parmi lesquels la Banque mondiale. Si c'est les questions, par exemple, de climat, nous avons un programme que j'aime bien citer, un programme phare que nous avons avec la Banque mondiale. C'est un programme qui, à la fois, crée les conditions de la résilience et climat, mais crée les conditions de l'augmentation de la production agricole et crée les conditions d'un encadrement global de tous les paysans à travers le numérique. À travers le numérique, on arrive à joindre tous les paysans qui posent leurs problèmes, ils sont encadrés. À travers le solaire, on arrive à faire de l'irrigation et faire de la production. Et on a intégré la dimension genre dans ce genre de programme. Donc, nous avons des programmes tels que celui-là, tels que d'autres pour lesquels la Banque mondiale accompagne le Niger. J'ai bien dit accompagne le Niger. Axel a parlé de millions de dollars, mais ces millions de dollars, nous, on les utilise en fonction des priorités que nous avons définies et nous avons un fort accompagnement de la Banque mondiale. Je vous donne un autre exemple qui est en lien avec la sécurité. Un beau jour, il y a Boko Haram qui a attaqué le village de Bosso. Bosso, c'est vraiment à la frontière du Nigeria et du Niger. Et donc, 100 000 personnes se sont déplacées. Disons, non, 20 000, pardon. 20 000 personnes se sont déplacées. Elles ont quitté leur village. Elles sont parties retrouver d'autres. Ou bien elles sont parties s'installer en plein brousse. Donc, brusquement, besoin en eau, besoin en éducation, besoin en santé, etc., etc. Qu'est-ce que nous avons fait avec la Banque mondiale? Avec la Banque mondiale, nous avions des projets là-bas. Projet élevage, projet éducation, projet, etc. Nous avons dit tous ces projets, on vous regroupe, on fait ensemble. Ce que vous devez faire en 2 ans, on va le faire en 6 mois. Donc, on a appelé ça programme d'urgence d'IFA. Et en quelques mois, nous avons fait des forages, des classes, nous avons doté tous les endroits où ces personnes nigériennes qui se sont déplacées, pour lesquelles étaient destinés ces projets, nous les avons comment on appelle ça, dotés de ces infrastructures et d'ailleurs en rapport avec les humanitaires qui étaient sur place. Parce qu'il y avait déjà les humanitaires. Nous avions l'UNICEF, nous avions toutes les humanitaires que vous pouvez imaginer qui étaient déjà là. Et ça a été un mouvement d'ensemble, comme dit Axel. Il a dit qu'on n'a pas la solution tout seul. Je pense que la solution, elle est globale, mais elle doit venir de nous d'abord. Il ne s'agit pas que l'UNICEF vienne avec cette solution et dise c'est ça. Non, non, la solution est nigérienne. Donc c'est comme ça que nous avons produit. Et vraiment, nous sommes dans cette logique avec l'ensemble des partenaires et nous avons de bons résultats. Nous avons véritablement de bons résultats et nous continuons à travailler dans ce sens-là. Moi, j'étais émerveillée, je vous dis, je suis nigérienne, j'ai été émerveillée de participer à un échange entre un paysan qui avait un problème d'attaque de son champ par une chenille qui n'arrive pas à maîtriser. Et j'étais là, la conversation par téléphone portable entre elle et lui, elle lui a donné les solutions. Elle lui a dit, voilà là où tu peux aller trouver le pesticide qui peut le faire. N'utilise pas celui-là, c'est dangereux pour toi, pour ta famille, c'est dangereux pour tes plantes. Un paysan qui demande où est-ce que je peux trouver des semences, il a la réponse. Un paysan qui demande où est-ce que je peux trouver des engrais, il a la réponse. Donc, et ça c'est un projet Banque mondiale. Donc voilà. Je pense que c'est important à savoir et j'attends votre dernière question pour vous dire autre chose encore. Merci. Merci à vous.
Thank you. And Je vous remercie. Et pour revenir à cela, je vais aller à Nancy et à Axel. Nancy a parlé des défis entre frontières et le défi posé par l'extrémisme. Et je me demande comment l'Institut pour paix s'attaque à cela, ce qu'il faut faire en matière de développement pour faire face aux causes à la racine de tout cela. Merci, vous avez dit dans vos remarques d'ouverture que nous sommes dans une époque historique en ce qui concerne le nombre de personnes déplacées. Le grand défi pour la paix maintenant, que ce soit les personnes déplacées, la guerre civile, l'extrémisme, eh bien, le dénominateur commun, c'est la fragilité de l'État et cela inclut la pauvreté. Et il y a une chose que notre Institut pour la paix fait, c'est de servir comme plateforme pour réunir des gens de points de vue différents pour essayer de faire face à des problèmes épineux. Le Congrès américain nous a demandé d'établir un groupe de travail pour voir le problème de l'extrémisme violent dans les États fragiles. Et ce groupe de travail a considéré les divers problèmes et a vu les conditions dans les États fragiles qui permettent à l'idéologie de l'extrémisme violent de prendre racine et de recruter des jeunes. Eh bien, c'est vraiment les conditions qui caractérisent un État fragile. Vous avez une société fragmentée, des revendications auxquelles on n'a pas répondu, le fait que l'État ne peut pas satisfaire les besoins de ses habitants. Donc, il y a eu des recommandations qui sont ressorties de ce groupe de travail et cela a été basé sur la recherche et les conversations que nous avons depuis une décennie. Et au cœur de tout cela, vous avez des concepts de développement. Le fait que si nous voulons considérer les conditions d'un État fragile, il faut suivre une démarche qui soit d'abord menée par la population locale, où c'est la population qui est le moteur de solution. Il faut que ça soit à long terme, que cela se répète. Il faut voir le développement, la sécurité et la vie politique comme un tout, une série de questions. Et il faut un partenariat. Ce sont les éléments que nous voyons dans la stratégie de la Banque mondiale. Il faut voir comment aligner les divers efforts. Ce ne sont pas de nouveaux concepts, mais qu'ils arrivent à être connus grâce au leadership d'institutions comme la Banque mondiale qui ont beaucoup d'expérience. Moi-même, je pense que nous sommes arrivés à un moment où beaucoup de ces choses vont mener à des actions de la part des institutions et on va prendre des mesures. Beaucoup de recommandations sont contenues dans un projet de loi qui est au Congrès maintenant, qui s'appelle la loi sur la fragilité publique, qui mentionne ces concepts et qui permet aux États-Unis d'avoir plus d'alignement entre les agences d'assistance et les acteurs diplomatiques, etc. Au Burkina, maintenant, nous avons l'opportunité d'aligner ce que fait le gouvernement américain à une évaluation merveilleuse faite par l'Union européenne, la Banque mondiale et l'ONU. Donc nous avons une possibilité de vraiment impliquer toutes nos bureaucraties qui travaillent et de faire en sorte que l'on puisse mettre en action ces concepts de base. Oui, c'est une très bonne opportunité pour moi de me tourner vers Axel. Vous savez que la Banque mondiale est une institution de financement du développement. Comment penser au programme, l'agenda en matière de fragilité et tout le financement nécessaire à une certaine échelle? Eh bien, je commencerai par dire que ce n'est pas nouveau. Il y a 75 ans, nous avons eu les négociations de Bretton Woods et nous avons créé la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Nous avons pensé que le R serait moins important au fil des années. Malheureusement, c'est encore une lettre en lettres majuscules et en caractères gras.
Donc, ce que tout le monde a dit ici, c'est qu'il est important de réfléchir au long terme. Et c'est particulièrement important lorsque les interventions ont lieu dans des États fragiles. Et quelquefois, on se concentre sur un soutien, un secours d'urgence. L'UNICEF a essayé des choses différentes. Nous soutenons l'UNICEF dans son travail pour donner de l'éducation aux enfants dans les camps de réfugiés en Jordanie et ailleurs. Il est important que le soutien humanitaire prenne non seulement une vue à court terme, mais qu'il y ait un point de vue à long terme également. Je pense que vous avez mentionné également qu'il ne fallait pas créer des systèmes en parallèle. Si cela affaiblit le secteur public et les institutions du pays. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que notre soutien considère le soutien à plus long terme. Il faut voir notre soutien par cet angle. Penser à la santé, penser au système de santé, de sorte à ce que l'on puisse créer ou peut-être soutenir des institutions qui pourraient survivre à plus long terme. Et c'est là où nous devons agir. Et puis, il faut penser au financement. En fait, moi, je n'ai pas été tellement négative sur le financement de la Banque mondiale parce que nous avons réussi à obtenir une reconstitution de l'IDA très importante. C'est une bonne chose. Mais je me préoccupe de savoir est-ce que cela donne quelque chose. Parce que la Banque mondiale a réussi. Et cela a créé peut-être la possibilité pour certains bailleurs de dire « Eh bien, je n'ai plus rien à faire ». Et à ce moment-là, il n'y a pas de fonds qui viennent s'ajouter au pays. Donc, nos efforts, quand nous avons une montée à l'échelle, ne devraient pas être un prétexte pour que d'autres bailleurs se retirent. L'engagement doit être un engagement collectif à long terme. Deuxièmement, il y a la question du financement lorsque l'on essaye de mobiliser des ressources sur 3 ans. Parce que si vous pensez au Sahel, et peut-être qu'il ne faut pas penser sur 3 ans, il faut penser sur 10 ans. Il faut l'engagement pendant toute une génération. Et ça, c'est là que nous avons du mal en raison de nos procédures d'affectation de fonds et autres. Néanmoins, je pense qu'il faut tenir compte de cela, mais dans nos démarches, il faut vraiment avoir un engagement à plus long terme. Et finalement, dès que cela est possible, il faut faire du renforcement des capacités parce que pendant ces périodes de fragilité, malheureusement, beaucoup de personnel qualifié quitte le pays. Beaucoup de gens qualifiés quittent le pays. Donc cela affaiblit les institutions. Donc il faut faire un effort de renforcement des capacités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut également s'occuper du secteur privé local. Quelquefois, on pense à faire construire un hôtel par une chaîne internationale. C'est important. Mais en fin de compte, il faut voir si nous pouvons atteindre les PME locales. Comment donner plus de pouvoir aux femmes d'affaires dans nos efforts. Et pour l'instant, nous ne sommes pas tellement efficaces en la matière, mais il faut y travailler. Ce sont le type de démarche. Et puis finalement, il faut continuer à faire notre autocritique. Quelquefois, nous avons d'excellentes intentions, mais de mauvais résultats. Donc, il faut faire face au fait qu'il faut prendre des risques, parce que si nous pensons que nous pouvons travailler sans risque, nous allons échouer. Il faut vraiment oser être engagé, oser quelquefois échouer, mais il faut voir comment nous aurions pu améliorer notre action. Et je pense qu'il faut demeurer engagé et prendre plus de risques. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois dire que nous avons été heureux d'avoir Axel avec nous. Il doit nous quitter. Je voulais donner la parole à Henrietta
parce que je pense qu'il faut réfléchir aussi bien aux défis qu'aux opportunités énormes. Donc, je voulais passer à Henrietta pour qu'elle nous parle des enfants, parce que ce sont ces enfants qui vont devenir les entrepreneurs, les enseignants, les personnes qui lancent des entreprises, et ce sont les enfants. Si vous voulez avoir un talent, des talents à l'avenir, il faudra investir aujourd'hui pour veiller à ce que l'État puisse avoir des talents locaux qui vont permettre de faire progresser leur pays. Et un jour, nous n'aurons plus besoin de ces institutions de financement. Donc, comment réfléchissez-vous aux enfants, surtout dans des situations de fragilité ? Eh bien, je sais que les jeunes aimeraient bien savoir qu'ils vont sauver leur pays. Ils sont enthousiastes, ils veulent participer. J'aimerais vous donner quelques exemples de travail que nous avons fait avec la Banque mondiale, parce que je pense qu'on vous donne toujours une idée de ce qu'on peut faire pour améliorer notre monde. Il y a un exemple qui vient de la Corne de l'Afrique. Dans la Corne de l'Afrique, nous avons un programme où le programme de l'alimentation mondiale, l'UNICEF, travaillant ensemble, nous essayons d'anticiper les sécheresses, veiller à ce que les agriculteurs soient résilients pour qu'on puisse avoir des récoltes et pour que les habitants aient suffisamment d'aliments. Donc les jeunes agriculteurs sont très importants, mais comme vous le savez, les jeunes de nos jours veulent aller dans les villes. Ils ne veulent pas devenir agriculteurs. Donc je reviens à ce que Axel disait sur la capacité humaine. Il faut que on encourage les jeunes à devenir de jeunes agriculteurs. Mais cette question de prévention des conflits, le fait de travailler dans les zones fragiles et autres, tout cela est très important. La Banque mondiale va devoir financer. Et quand on parle des agriculteurs et de vos agriculteurs du Niger avec leurs chenilles, il faut avoir des programmes pour cela. Et puis, il y a l'exemple du Mozambique. Après le cyclone Ida, je suis allée au Mozambique et ce qui s'est passé, c'est que les vents arrivent et à plusieurs reprises et les enfants et leurs familles se sont trouvés séparés. Donc nous avions des problèmes de protection des enfants. Il s'agissait de réunir les enfants et aussi s'occuper des enfants. Et puis les gens se regroupaient dans les écoles et donc les gens allaient dans les écoles pour se protéger. Et nous n'avons pas établi un système de protection séparé. Nous avons renforcé le programme local du Mozambique. Madame la ministre parlait du fait qu'il fallait que ce soit basé sur la stratégie du pays. Il faut aider le pays dans ces situations pour que ces pays deviennent plus forts. C'est un autre exemple. Et ensuite, là, il y a l'exemple du Yémen, comme vous le savez. C'est vraiment... Le Yémen représente une crise humanitaire sur une grande échelle. Et les programmes que nous avons avec la Banque mondiale au Yémen permettent aux jeunes et aux femmes de participer. Mais ils se trouvent vraiment au bord de la survie. Donc, il y a des programmes de protection des liquidités, des programmes alimentaires, des programmes de lutte contre les maladies, nous luttons contre le choléra, nous avons des programmes pour l'adduction d'eau. Donc c'est une question de combinaison de capital humain, d'infrastructures et de programmes de protection. Mais c'est ce que disait Nancy. Regardez les racines, voyez comment tout le monde peut être réuni pour trouver d'autres solutions. Mais c'était essentiel vraiment dans beaucoup de régions du monde. Très bien. Eh bien, je veux être claire. Nous allons passer aux questions-réponses, mais il nous reste que quelques minutes. Et donc, je vais commencer d'une question ou d'autre du public. Et ensuite, je veux accueillir Franck Brosquet, qui est le directeur principal pour la fragilité, le conflit et la violence ici à la Banque mondiale. Donc, nous allons commencer par des questions qui nous viennent de façon virtuelle. Et ensuite, nous aurons une de
quelques questions de notre public. Et je voulais commencer par une question. Vous aurez peut-être quelque chose à ajouter, à savoir une question qui vient de Desmond disant: que pouvons-nous faire pour aider les réfugiés, les enfants réfugiés qui ne sont pas scolarisés, parce que cela porte sur la gouvernance, l'accès à la justice, l'accès aux institutions et la protection des enfants vulnérables alors qu'ils pensent à leur propre avenir. Que pouvons-nous faire? Eh bien, comme beaucoup le savent, il y a un programme qui s'appelle L'éducation ne peut pas attendre. Nous avons des valises qui représentent une école dans une boîte. L'idée, c'est que les écoles puissent voyager avec les enfants. Parce que si vous êtes un enfant réfugié, vous n'êtes plus en classe, mais vous voulez continuer à apprendre. Donc, nous voulons essayer de faire en sorte que les enfants soient scolarisés et l'on veut amener les écoles aux enfants. Oui, j'ai vu des enfants dans des écoles où il n'y avait pas de mur, pas de papier, pas de crayon, mais vraiment les enfants voulaient apprendre. Et c'est dans l'intérêt de tous que ces jeunes aient accès à une éducation. Merci. Je veux revenir à ce qu'a dit Axel, toute la question des réfugiés. Autrefois, on considérait que c'était une question humanitaire, mais maintenant la Banque change et travaille avec d'autres organisations et se rend compte que ce sont des crises prolongées. Donc, quand on a affaire aux réfugiés, il ne faut pas 3 ans, mais 10 ans, 15 ans. Il faut renforcer le système éducatif, renforcer le système de santé. C'est là où il faut avoir de bons partenariats avec les acteurs humanitaires et travailler à court terme et à long terme. La Banque, au cours des 3 dernières années, a financé plus de 2 milliards de dollars dans 14 pays où il y a des réfugiés. Nous avons beaucoup de réfugiés dans les pays à faible revenu et nous soutenons non seulement les réfugiés, mais les communautés qui les accueillent. Il faut se faire aussi bien pour les pays à revenus faibles que les pays à revenus intermédiaires comme la Jordanie. Donc quand on parle de partenariat, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, quand vous avez un enfant en Jordanie, cet enfant ne va pas comprendre ce qu'est l'aide humanitaire. Il faut changer nos modes d'opération et donner à ces enfants un soutien humanitaire, comme le fait l'UNICEF, et voir les systèmes à long terme. Voilà ce que nous essayons de faire. À ce qui vient d'être dit, c'est vrai, il faut se préoccuper de l'éducation des jeunes réfugiés. Mais il ne faut pas oublier que les jeunes réfugiés viennent dans une zone fragile, où il y a des enfants qui ont les mêmes besoins, des jeunes non réfugiés, des jeunes issus des communautés hautes, qui ont aussi des problèmes d'accès à l'éducation. C'est pour ça qu'il faut une réponse globale, et pour les réfugiés, et pour les enfants qui sont qui étaient là, et qui sont parfois des enfants des déplacés, en fait. Donc, je pense que la réponse strictement pour les réfugiés risque de créer une situation de déséquilibre entre ceux qui accueillent les réfugiés et ceux qui sont là et qui ont besoin aussi d'éducation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui au Niger. Et nous avons donné une réponse à cela à travers un autre programme que nous avons mis en place avec la Banque mondiale qui a démarré d'ailleurs, et qui non seulement se préoccupe des besoins des communautés des réfugiés en matière d'éducation et tout, mais qui tient compte des besoins des communautés hautes qui vivent avec les réfugiés, donc en matière d'éducation également, parce qu'ils ont des gaps, des retards. Voilà, merci.
Je vais ajouter que ce que France a décrit était très important parce qu'un des grands obstacles pour faire ce qui doit être fait de façon urgente, c'est l'éducation lors de crise est oubliée lorsqu'il s'agit de fonds pour faire face aux urgences et au développement. Donc il faut essayer de sortir de ces silos et dire quel est le problème. Comment avoir un diagnostic commun et voir ce que nous pouvons faire pour envoyer des fonds là où existent les problèmes. Et ça, par exemple, en ce qui concerne la crise en Syrie, il y avait d'énormes lacunes en matière de financement pour l'éducation des jeunes Syriens. Et ce n'est pas qu'on ne voyait pas que c'était un besoin, mais l'aide allait à des silos. Et c'est là où il faut vraiment changer la situation. Et les gens ne vivent pas dans des silos, en fait. Et les gens doivent travailler dans certains secteurs, mais les gens ne vivent pas seulement dans un secteur. Vous n'avez pas une partie de la journée où vous êtes dans un silo ou l'autre. En général, tout se passe en même temps. Donc, pour les gens qui se trouvent dans des situations de fragilité, ils ne comprennent pas ces différences. Et je me souviens d'avoir parlé à une mère qui m'a dit que son fils pleurait tous les jours lorsqu'il devait aller au travail plutôt qu'à l'école, parce qu'il était allé à l'école jusqu'à 15 ans. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites quand il pleure? Et elle m'a regardée, elle m'a dit, eh bien, je pleure avec lui. Et c'est là où nous voyons tous ces parents qui veulent que leurs enfants aient de plus grandes opportunités qu'eux-mêmes. Et c'est ça qui est important lorsqu'il s'agit d'avoir une approche globale. Et là, je voudrais poser une question au public. Ça sera notre dernière question alors que nous allons terminer. Je suis Marc, je suis du Brésil. Et j'ai été attirée par le titre de tout cela, vers une paix durable. Je viens à ces réunions de la Banque mondiale depuis longtemps et je me souviens que l'on parle de la fragilité depuis 10 ans au moins. Où est-ce que nous avons échoué? Si nous allons vraiment faire notre mea culpa et comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons plus de réfugiés dans le monde que jamais auparavant, parce qu'il semblerait que l'on fait quelque chose qui n'a pas donné de bons résultats. Donc pour l'avenir, il faut voir quelles sont les erreurs que nous avons commises qu'il ne faut pas reproduire. Il faut trouver des solutions de sorte à ce qu'on n'ait pas ces camps de réfugiés dans 10, 20, 30 ans. Merci. J'imagine que tout le monde peut donner une réponse à cette question. Comment veiller à ne pas être dans la même situation ou dans une situation pire dans 10 ans? Eh bien, vous pourriez avoir une conversation toute la journée à cet égard. Mais je ferai quelques remarques. Tout d'abord, je ne pense pas que les efforts de développement se soient suffisamment focalisés sur les problèmes politiques qui font partie de la création, qui mènent à cette fragilité. Il y a une séparation trop grande entre le développement, la dynamique politique du pays et les problèmes sécuritaires du pays. Notre institut a travaillé avec l'université de Stanford et Chatham House pour voir les efforts qui ont été menés en Afghanistan pendant 10 ans. Et ils ont constaté qu'il y avait trois efforts en cours, totalement séparés. Les militaires luttaient contre les talibans, les agences de renseignement chassaient Al-Qaïda et les acteurs du développement voulaient construire l'État. Et ces diverses efforts s'appellent les uns et les autres. Ils avaient des horizons différents et donc nous n'avons pas réalisé de progrès. Donc il faut comprendre mieux le problème et comprendre
que pour avoir un bon développement et maintenir ces progrès dans le développement, dans l'éducation, dans l'agriculture et l'autre, il faut voir pourquoi le gouvernement vraiment ne rend pas des comptes à sa population. Il faut comprendre le compact social qui ne fonctionne plus. C'est vraiment au cœur du problème. C'est très difficile. Sans cela, je pense qu'on n'arrivera pas à une paix durable et je pense que tout ce qui est fragilité, conflit et violence nous a mené à cette série de avoir cette série de problèmes. Et je suis heureuse de la convergence à l'heure actuelle lorsqu'il s'agit de comprendre les divers problèmes. Et je pense que nous sommes sur le point de faire des progrès. Si vous considérez l'évaluation du travail de la banque sur tout ce qui est fragile et conflit et violence. C'est un rapport que vous pouvez voir et il y a certaines choses qui ont été mentionnées par Nancy et il y a des partenaires de diverses organisations qui nous disent la même chose, à savoir il faut d'abord reconnaître l'importance des partenariats quand vous travaillez en République centrafricaine et quand vous avez un État qui contrôle 5, 10, 15% du territoire. Est-ce que vous pouvez penser que c'est suffisant? Non, il faut un développement, mais il faut également travailler avec les acteurs en matière de sécurité, d'imposition, de la paix. Il faut établir des partenariats. C'est bien d'en parler à Washington, mais c'est mieux d'avoir des partenariats sur le terrain. Comment travailler en matière de réfugiés, travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés et autres. Donc il faut qu'il y ait des partenariats pour améliorer l'efficacité sur le terrain. Et ça, nous l'avons appris du passé. Nous commençons à construire sur cette base. Deuxièmement, c'est ce qu'a dit Nancy. Avant d'aller de l'avant avec le financement, il faut mieux comprendre les moteurs de la fragilité. Tous nos cadres de partenariat pays aujourd'hui, dans ces pays fragiles ou en conflit, sont basés sur une évaluation des moteurs de la fragilité. Il y a certaines choses pour lesquelles nous pouvons faire quelque chose, mais dans le cas d'autres choses, il faut d'autres partenariats. Pensez à ce que Nancy a dit à propos de Burkina Faso. Et nous ne pouvons pas tout faire. Nous travaillons avec l'Union européenne, l'ONU, l'UNESCO, etc. Et ça, c'est une grande amélioration par rapport à ce qui se passait il y a 5-10 ans. Regardez également le rapport d'un inspecteur général qui parle de la stratégie sur laquelle nous travaillons, qui tire les leçons du passé pour voir comment améliorer notre travail. Et finalement, il y a le financement, c'est très important. Le fait que l'Axel l'a mentionné, nous sommes en train de doubler notre financement. Et c'est très important. Il faut être focalisé, voir où l'on peut avoir le plus grand impact. Si vraiment nous voulons nous attaquer à la pauvreté, il faut le faire. Donc il y a eu beaucoup de changements à divers niveaux. Je dois dire, nous envoyons beaucoup plus de personnel sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons un personnel de 800 personnes qui travaillent dans ces contextes difficiles. Ce n'est pas la même chose que ce que nous faisions il y a 5-10 ans. Madame la ministre, vous vouliez intervenir? Je n'ai pas retenu le nom du Brésilien, mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a 10 ans, nous, au Sahel, on était tranquille. On n'avait pas de terroristes, on n'avait pas Boko Haram, on n'avait pas des hordes de terroristes qui ont quitté la Libye pour descendre dans nos pays, pour briser notre tranquillité. Ça, c'est un. Mais deux, il a un peu mentionné, la question du financement est importante. Le Niger était dans le cadre de IDA 17, il était à une enveloppe normale d'un pays IDA.
Mais avec IDA 18, nous avons pu bénéficier d'un traitement particulier des pays à risque de fragilité. Et du coup, notre enveloppe a doublé, IDA. Ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Nous avons pu mener des actions importantes avec effet et impact sur la question que nous voulons traiter. Donc, le financement est important. Mais sachez-le, il y a 10 ans, on buvait notre thé tranquille sous la tente. Et puis, notre tranquillité a été perturbée par Boko Haram, par la guerre de la Libye, qui jusqu'à présent demeure une menace pour nous. Merci. Henrietta, I know you wanted to. Henrietta, permettez-moi d'ajouter également quelques remarques. Nous n'avons pas donné suffisamment de valeur à la paix. Je sais que cela veut paraître simpliste, mais si l'on n'accorde pas à la paix la valeur qu'elle mérite, on n'essaye pas d'y arriver. On pense à toutes les autres options, de modifier un pays, de résoudre les problèmes de fragilité. Mais lorsqu'on regarde notre monde, le fait que les crises soient plus nombreuses, plus longues, plus difficiles, pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous n'accordons pas à la paix la valeur qu'elle mérite. Si vous le regardez du point de vue d'un enfant, parce que nous, à l'UNICEF, nous voyons beaucoup d'enfants, 10 ans, ce n'est pas beaucoup si vous êtes un négociateur de paix, mais pour un enfant, c'est une éternité. La différence entre être âgé de 0 à 10 ans ou de 10 ans à 20 ans, c'est considérable. Il faut prendre le temps en compte. Si on regardait les choses du point de vue d'un enfant, de l'œil d'un enfant, ce serait différent. Par ailleurs, les analyses prédictives, la Banque mondiale s'engage beaucoup sur cette voie. Si l'on voyait d'où venaient les terroristes, d'où venait la sécheresse, où les pays implosent, il faut l'utiliser. On s'en sert pour la lutte contre Ebola ou Zika. Donc ceux d'entre nous qui utilisent des sondages à indicateurs multiples, ça va beaucoup les aider. Par ailleurs, je crois que nous avons sous-évalué ceux qui pouvaient nous aider. On pense souvent aux jeunes, aux enfants, aux femmes, comme des bénéficiaires dont il faut s'occuper en période de fragilité, de conflits, de violence. Mais bien souvent, ce sont les acteurs qui peuvent changer la situation. Lorsque l'on voit la démographie de la jeunesse, la Banque mondiale commence à intervenir là-dessus, je crois que ces jeunes peuvent devenir de véritables intervenants pour changer cette situation et surmonter les obstacles. Et si nous nous servons de la puissance des femmes et des enfants, nous pourrons surmonter ces obstacles. Et enfin, avant ce dernier mot pour chacun, on ne peut pas compter ce qu'on ne voit pas. Bien souvent, on ne voit pas les femmes, on ne les perçoit pas comme des agents de leur propre vie, des agents de changement. Et c'est difficile parce que les gens n'investissent pas autant de cette manière. Moi, je regarde les choses de l'extérieur, pas de l'intérieur, mais je crois qu'il faut changer cette approche et c'est à nous tous de voir ce qui se passe sur le terrain. Et avec chacun d'entre vous, j'aimerais vous poser très rapidement une dernière question. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? On dit toujours, on termine toujours sur ce que l'on voit sur le terrain. L'espoir et l'adversité, c'est cela. Donc j'aimerais vous demander ce qui, dans votre travail, vous donne de l'espoir. Je vais commencer par vous, Nancy, puis Madame le ministre. Eh bien, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire Henrietta. Chaque année, nous rassemblons 30 jeunes dirigeants de pays affectés par des conflits qui sont eux-mêmes des réfugiés, qui ont souffert à cause de Boko Haram ou à Al-Shabaab, à Dharamsala, pour un dialogue avec le Dalai Lama, lui-même un réfugié. Et je crois que samedi, c'est ce qui va se passer. C'est un dialogue extraordinaire qui parle de la résilience interne qu'il faut maintenir pour
être un constructeur de la paix et laisser derrière nous ce conflit, cette colère. Et quand on voit la manière dont ces jeunes résistent à cet environnement, c'est une inspiration profonde. Et cette icône de paix qu'est le Dalai Lama, eh bien, je peux vous dire qu'il tire autant d'inspiration de ces jeunes dirigeants qu'en tire de lui. Et c'est un grand moment d'espoir pour nous. Madame le ministre. Ce qui me donne espoir, c'est que on ne considère plus la question de fragilité comme une question d'assistance humanitaire, comme étant l'apanage des humanitaires depuis quelques années. Depuis quelques années, il y a une prise de conscience mondiale que la question de la fragilité doit être une question de développement. Parce que au cœur du développement, c'est l'être humain. C'est lui le vulnérable, c'est lui le fragile. Donc on ne peut pas faire la différence entre ceux qui vont être assistés par l'UNICEF, par et les autres. Et c'est eux les mêmes qui sont acteurs du développement. Donc je pense que du moment que cette question est de plus en plus ancrée dans toutes les, je dirais, les institutions, même dans la société civile, je pense que ceci est un grand motif d'espoir. Et je suis vraiment très heureuse de constater qu'au niveau de la Banque mondiale, cette question fait l'objet carrément d'une stratégie. Et je suis heureuse en tant que participant au nom des pays emprunteurs de l'Afrique francophone, au processus de reconstitution de IDA 19, je suis heureuse de constater que autour de la table, que les représentants des pays donateurs comme les pays emprunteurs comme nous sont conscients que la solution c'est le développement. Merci. Thank you. Alors, la paix, la stabilité, la résilience seront les mots-clés. Et je crois qu'une fois que la Banque mondiale va se lancer dans cette voie de manière beaucoup plus résolue, stratégique, avec plus de ressources, cela va changer le monde. Alors pour nous tous, opérateurs sur le terrain, nous devons continuer nos efforts de plaidoyer et de soutien de manière privée comme de manière publique. À vous, Axel, le dernier mot. Ce qui est inspirant, ce qui pour moi est source d'inspiration, c'est d'entendre mes collègues sur ce panel, cet engagement des gouvernements, des institutions à un niveau où tout le monde comprend qu'on ne peut plus continuer à faire comme avant. Regardez M. Canet qui insiste sur Madame Canet qui insiste sur le développement. Il faut comprendre que le ministre, les pouvoirs publics doivent répondre aux besoins. C'est quelque chose qui nous inspire et qui exige que nous tous, d'où que nous venions, secteur privé, organisation de la société civile et autres, l'UNICEF, il faut appuyer cet effort, l'engagement du leadership, l'engagement vis-à-vis des agendas de prévention, c'est crucial. C'est quelque chose de relativement nouveau et on le voit beaucoup plus par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Un panel qui nous a énormément donné matière à réflexion, l'idée qu'on ne peut pas continuer à faire comme avant, l'idée qu'il faut s'assurer qu'on ne pense pas simplement aux réfugiés, mais aux endroits d'où viennent les adultes, les enfants, ce à quoi ils sont confrontés sur le terrain. Lorsque nous parlons gouvernance, lorsque nous parlons d'ajouter de la capacité financière, une innovation qui n'est pas toujours là, l'innovation financière dans les endroits où l'on traverse des périodes très difficiles. Je veux que nous repartions tous pleins d'espoir, pleins de résolution, pleins d'engagement et avec l'endurance nécessaire pour faire le travail très dur que nous devons faire. Parce que tout ceci, ça ne nous concerne pas simplement nous sur le podium, mais les entrepreneurs quelque part dans un endroit difficile qui sont assis par terre et essayer de voir comment créer 20 ou 30 emplois, ou un enseignant qui essaie de voir comment éduquer des jeunes lorsque tout le reste est mal parti. Et donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut faire tout ce travail avec les gouvernements, avec les institutions. Et je peux vous dire que si nous le faisons, dans 10 ans, nous serons dans une situation bien différente. Merci à tous et une excellente soirée.